Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je dois aimer ou détester Madame Lebeau, puisque finalement elle a dit ce que j'allais dire. Je vais essayer d'y apporter un peu plus de nuances cliniques pour corroborer et appuyer ce qu'elle a pu vous partager. Parce qu'on a entendu beaucoup de mots aujourd'hui. Beaucoup de mots ont été utilisés, emprise, loyauté, conflit, lien, relation, etc., etc. Et mon travail à moi, c'est un peu maintenant de faire le tri dans tout cela pour essayer d'y apporter encore un peu plus de nuances, quand même cela va corroborer dans les choses qui ont été partagées aujourd'hui. Alors, au risque de ne pas vouloir prêcher des convaincus, parce que je pense que nous sommes tous d'accord ici, je ne vais pas vous faire une liste symptomatologique de l'impact des violences conjugales sur les victimes et sur les enfants. Je vais partir aujourd'hui de deux affirmations simples pour après développer le reste. La première, c'est qu'une violence faite sur l'une des figures d'attachement de l'enfant est une violence faite à l'enfant. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de violence conjugale sans emprise pathologique, sans emprise perverse. Perversion dans le sens premier du terme, c'est-à-dire détournée de sa fonction première. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais faire un petit plan pour qu'on y voit un peu plus clair, en espérant ne pas vous assommer encore plus, parce que passer le dernier, c'est jamais évident. C'est dans un premier temps de parler d'emprise, faire la différence entre l'emprise fonctionnelle et l'emprise perverse, parce que oui, l'emprise peut être fonctionnelle. Dans un second temps, parler de la loyauté, du conflit de loyauté et du clivage de loyauté. Et on commence par l'emprise. Alors, il y a plusieurs écoles évidemment de définition de l'emprise. Je choisis la mienne et j'essaie d'en faire quelque chose de cohérent. Mais lorsqu'on essaie de chercher, de savoir un peu plus clair, quand on cherche des synonymes par rapport à l'emprise, on tombe le plus souvent sur des mots aussi sympathiques que ceux que vous voyez à l'écran, que j'ai ici devant moi aussi. Pouvoir, ascendant, influence, mainmise, manipulation, tyrannie, domination. Et la plupart du temps aujourd'hui, ce mot a été utilisé plus dans cette ligne-là. Ceci étant dit, je vais avant tout essayer de vous expliquer en quoi l'emprise n'est pas le problème. Ça paraît un peu paradoxal, mais je pense que c'est important de pouvoir aussi le remettre à sa juste place. Alors, pour définir l'emprise, il faut que nous puissions partager deux éléments importants de définition de deux termes qui ont été utilisés également aujourd'hui, qui sont le lien et la relation. Alors, le lien est défini comme ce qui nous attache les uns aux autres, ce qui attache les groupes les uns aux autres. C'est la raison pour laquelle un couple peut ne pas se séparer alors que leurs relations sont compliquées. Le lien, comprenez-le comme quelque chose qui a une grosse part d'émotionnel, d'irrationnel, d'inconscient. Je pourrais vous dire que j'aime ma fille, mais ça sonnerait plat par rapport à ce que cela représente. On ne peut ni l'observer ni le décrire. Ce n'est pas tangible, ce n'est pas palpable. Sans lien, il n'y a tout simplement pas d'engagement affectif entre les individus. C'est ce qui va nous pousser à mettre le bien-être de l'autre avant notre propre bien-être. La relation, de notre côté, c'est le versant observable, c'est la simple interaction entre les individus ou les groupes et qui n'engage à rien d'autre que l'interaction elle-même. Si la relation est mise avant l'importance du lien, cette interaction ne répond à rien d'autre qu'à un objectif personnel. J'ai donné quelques exemples ici pour que vous puissiez saisir assez rapidement la différence entre les liens de sang et les relations mondaines, l'engagement conjugal et les relations extra-conjugales. Le lien amoureux vs le coup d'un soir. Que ce lien soit positif ou négatif, il a l'avantage ou le désavantage de ne pas s'encombrer ni du temps ni de l'espace. Un enfant qui est mis à l'abri ne veut pas forcément dire que le lien est rompu ou que le lien n'a plus d'effet. On a cessé les relations, le lien a toujours son impact. Je vous donne un exemple encore très simple. Vous allez pouvoir vous nommer à une personne, admettons votre grand-père. Ce lien peut être positif ou négatif, mais ce lien perdurera même après sa mort. Il pourra toujours vous influencer d'une quelconque manière. Aujourd'hui, et dans votre vie en général, vous allez rentrer en relation avec énormément de personnes. Mais pour la plupart, le lendemain, vous les aurez oubliés, ou plus tard. Je pars donc du lien et de la relation pour définir le concept d'emprise, et vous donne encore un énième exemple, parce qu'il n'y a que ça qui peut permettre de vulgariser une clinique.
de ce que moi j'appelle une emprise fonctionnelle. Et je vais parler un peu de moi. J'ai une fille de 5 ans, elle s'appelle Zoé. Quand je joue avec ma fille de 5 ans et qu'elle me demande d'être une princesse, je suis une princesse. Si mon fils Darius me demande de jouer dans les rayons du coloré Tacha, je joue dans les rayons du coloré Tacha. Parce que ce qui est important là, c'est justement le bien-être de mes enfants. C'est le lien que j'ai avec eux, en espérant que celui-ci soit réciproque. Par contre, si je vais chez le boucher, je ne suis pas tellement en lien avec mon boucher. Quand je rentre chez le boucher, je vais pouvoir vous décrire les différentes séquences de comportement et d'attitude qui vont me permettre de répondre à mon objectif qui est ici clair et à l'objectif de mon boucher qui est aussi clair. Il est là pour vendre de la viande et je rentre vraisemblablement pour en acheter. C'est clair, le contrat est clair. L'interaction pourra par ailleurs tout à fait être bienveillante, hein. Mais une fois sorti de chez lui, je n'aurai plus de lien, plus d'influence. Il n'y aura aucun impact sur moi, à moins que sa viande soit mauvaise, évidemment. Si je n'aime pas sa viande, justement, j'irai ailleurs. S'il est fermé, j'irai ailleurs. S'il me demande de jouer à la princesse, je risque évidemment d'accepter. Par contre, admettons que maintenant, le boucher ne soit pas un inconnu, que le boucher soit mon père. S'il est fermé, je risque fort d'attendre. Si sa viande est mauvaise, je risque fort de ne pas lui dire. Si je décide un jour de devenir végétarien, il y a de fortes chances que j'aurai également du mal à lui dire, par peur de soit le blesser, soit de le contrarier. Le lien a ce petit quelque chose de particulier qui va me pousser à avoir une gestion différente de mes attitudes et de mes comportements. Qui va me pousser, à l'âge adulte, à avoir une gestion différente de mes propres culpabilités, honte et doute, mise au service de l'autre. Pour avant tout mettre en premier temps et en premier lieu l'importance de son bien-être. J'ai trouvé cette image, j'ai trouvé drôle. C'est un peu ce que j'ai à la maison. Petit tableau que j'utilise pour naviguer, que je vous donne sans trop rentrer dans les détails. Si le lien est réciproque et que nos objectifs sont donc les mêmes, le bien-être de l'autre, on aura systématiquement une tendance à vouloir nous adapter l'un à l'autre. Si la relation est réciproque, comme avec mon boucher, et que nos objectifs sont différents, et que le contrat est clair, pas de souci. C'est ce que devraient être, par exemple, les relations professionnelles. Si par contre, nous n'avons pas les mêmes manières de nouer des liens, mais que nous n'avons pas nécessairement pour objectif de détourner l'autre de son bien-être ou de le détruire, ça reste un lien. Et ce lien se sclérose. Et c'est ce que moi j'aime appeler un lien toxique. Si je suis dans le lien et que l'autre est dans la relation et qu'il en profite pour me mettre sous son influence, c'est une relation toxique. Une relation toxique, c'est là où je me rends progressivement compte que l'autre a beaucoup d'influence sur moi, mais que j'en ai très peu, voire pas du tout, sur lui. Là où les transgressions sont excusables et leur reproduction s'inscrit progressivement dans le champ du normal. Pour l'auteur d'une relation d'emprise perverse, l'objectif c'est de reformuler la logique de la loi, des règles, pour imposer l'ordre de la démesure. L'emprise, donc comprenez-le ici comme étant le lien, autorise des actions, des relations, normalement interdites. Le premier coup, la première insulte, la première tromperie. Pour progressivement, grâce au lien affectif de la victime, rendre ces mêmes actions non seulement normalisées, mais systématiques, voire obligatoires. La violence conjugale n'est pas une pathologie du lien, parce qu'il n'y a pas de lien. Ce qui est recherché, c'est l'asymétrie, la domination, qui s'articule de facto aussi dans un déséquilibre. Et là, je ne pèse pas réellement mes mots, parce que c'est le constat de ma pratique.
crée un déséquilibre aussi sur les responsabilités qui sont prises par les deux parties dans leur propre capacité parentale. Comment pouvons-nous supposer aux yeux d'un enfant que des violences physiques ou morales répétées sur l'un de ses parents ne risquent pas de lui enseigner que cette réalité à laquelle il est confronté ne soit pas simplement normale, voire justifiée, comme je peux le dire. La seule immaturité fonctionnelle de nos enfants, de leur naissance à l'émancipation financière, implique qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se lier à nous, et donc de nous être loyaux. L'inverse n'est pas forcément vrai. On passe maintenant au concept de la loyauté, et nous verrons qu'au fur et à mesure que je vais essayer de vous définir, que la loyauté, le conflit de loyauté, le clivage de loyauté, et notamment les notions de lien et de relation, vont nous permettre de comprendre des situations complexes. Et situations complexes desquelles les victimes et les enfants auront énormément de mal à s'échapper. Voici deux définitions de la loyauté que je ne vous propose pas de lire avec vous. Mais j'ai pris soin de mettre en gras les mots qui sont importants. Et donc cela définit que la loyauté est une question de lien d'engagement, volontaire ou nécessaire, sur une scène où il faut être trois. C'est un mouvement qui est toujours au profit de l'un et au détriment d'un autre. Alors la loyauté, ce n'est pas quelque chose de figé, elle s'inscrit dans une dynamique, systématiquement dans une dynamique interpersonnelle, et c'est toujours quelque chose qui est censé être en mouvement. Nous ne nous engageons pas toujours envers les mêmes personnes, et nous ne trahissons pas toujours les mêmes personnes. Normalement, c'est le cas, si cette dynamique est suffisamment saine. Et donc, pour notre définition de la loyauté, notre terme de départ est celui d'engagement. Parce que l'engagement, c'est dans le lien. Et à partir de ce mot-là, je vous propose un carré sémiotique que j'utilise, qui ne m'appartient pas, je le trouve dans la littérature. Un carré sémiotique de la loyauté, qui ressemble un peu à ça. Alors oui, c'est un rectangle. D'accord. J'étais nul en géométrie. Mais comme j'ai aussi un penchant un peu têtu, ça va rester un carré. Et la sémiologie, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline, c'est une discipline linguistique. Et elle permet, dans ce cas, de nous permettre de définir un terme et d'enfermer ce terme dans ce carré. Ici, ce sera la loyauté. Et donc, ce carré, toujours, se construit par la relation d'opposition entre les termes horizontaux et de négation entre les termes en diagonale. Alors, avant de procéder, je vais vous inviter à dénaturer les termes que je vais utiliser, tant de leur connotation négative que de leur connotation positive, et on verra ensemble pourquoi. Donc, partons donc de l'engagement en haut à gauche, comme l'expression du lien. Le lien, c'est s'engager pour le bien-être de l'autre. La trahison, ce n'est pas le non-engagement. Ne pas s'engager consisterait d'abord, ne pas s'engager, consiste à ne pas s'engager pour ne pas devoir trahir. Alors que trahir consiste à rompre un engagement. La trahison, l'engagement est ici dans le lien et pas dans la relation. Quand on s'engage vis-à-vis de quelqu'un, quand on noue de nouveaux liens, il est rare que ces nouveaux liens ne rentrent pas en contradiction avec d'autres. Et c'est ce genre de choses, ce genre de conflit qui peut générer des jalousies, de la rancœur, de la rivalité entre les parties. Nouer un lien avec l'un fait toujours de l'ombre à un autre. C'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Même pied de nez par rapport à l'emprise, même s'il n'y a pas d'intention de faire du mal, le conflit est inévitable lorsqu'on parle de loyauté. Et ce n'est pas le problème. Le conflit n'est pas le problème. Si l'on reste dans le conflit, c'est qu'on peut le résoudre d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où nous rentrons dans le débat, c'est que la posture est différente. L'enjeu n'est plus de résoudre et de trouver une solution, mais l'enjeu est d'avoir raison. Et par définition, le débat semble être très peu constructif lorsqu'il s'agit d'essayer de trouver une solution commune.
Vous ne verrez jamais Mélenchon et Marine Le Pen en fin de débat dire mais finalement on est d'accord, travaillons ensemble. Non, le but c'est d'être en opposition. En bref, si vous avez deux amis qui déménagent le même jour, il va falloir choisir. Si vous avez vos deux parents sur le divan, ben vous allez pouvoir faire un câlin à une personne à la fois. Ce sont des conflits. Autant de conflits qui ne peuvent être résolus qu'à condition que les liens qui vous unissent à vos amis ou à vos parents soient le plus important à sauvegarder. Bien. La non-trahison correspond à la fidélité. L'un n'existe pas sans l'autre, forcément. La trahison n'existerait pas si la fidélité n'existait pas. Il n'y aurait aucun mérite à rester fidèle si la trahison n'existait pas. De l'autre côté, le non-engagement, c'est la lâcheté. Pour vous résumer un peu ce carré sémiotique, du coup maintenant j'ai du mal, j'ai envie de dire rectangle. Imaginez un couloir. S'engager, ce serait emprunter ce couloir. Trahir cet engagement, ce serait faire demi-tour, en sortir. Rester fidèle, ce serait aller jusqu'au bout. Et être lâche, ce serait simplement de ne pas s'y engager. Le terme de lâcheté pose souvent plus de problèmes que les autres, parce qu'il a une connotation très négative. Et donc je vais un peu insister sur un point en particulier. Pour vous dire que le terme de lâcheté, par rapport à la première précaution que je vous ai proposée, n'est pas forcément négatif. Parce que l'engagement, ce n'est pas mieux que la lâcheté. La fidélité, ce n'est pas mieux que la trahison. Il y a des lâchetés nécessaires, il y a des trahisons nécessaires. Il peut y avoir du courage dans la trahison. Il peut y avoir du courage dans la lâcheté. Le contexte des violences conjugales nous pousse par moments à faire l'éloge de la trahison et de la lâcheté. Il n'y a aucune permanence du couple ou de la famille sans lâcheté. Par exemple, dans un couple, lorsqu'on se dispute, à un moment on va prendre sur soi, laisser glisser. Parce que avoir le dernier mot n'est pas plus important que le maintien du lien, n'est pas plus important que le couple. C'est lâche. Mais sans cette lâcheté, il ne peut pas avoir de permanence de couple, ni des liens familiaux. Dans le cas des violences conjugales, trahison et lâcheté sont parfois nécessaires et peuvent aller dans les deux sens. Par lâcheté, parce que vous n'arrivez pas à vous imaginer différemment. Parce que vous avez peur de ce que votre conjoint va faire si vous vous en allez. Vous restez dans une emprise insupportable. Non plus nécessairement pour lui ou pour vous, mais pour les autres engagements. Les enfants, la culture, les familles, les petits-enfants, les valeurs, les représentations familiales personnelles, collectives, les finances, etc. Dans la majorité des situations, et ça a été dit aujourd'hui, partir est un échec pour la victime, pas une victoire. Il faut du courage pour rester et supporter, comme il faut du courage pour partir, alors même que leur situation est déjà épuisante. Quand la victime ose partir ou n'a pas le choix, l'auteur ne s'arrête pas. Ce n'est pas la fin. L'auteur s'accroche, on a également entendu aujourd'hui, et demande la garde des enfants. Pas pour les enfants, mais pour maintenir son emprise. Ne pas risquer son dévoilement en attaquant encore et encore. Et enfin, et pas des moindres, aussi absurde que cela puisse paraître, pour l'argent. Parce que l'argent reste un vecteur d'image. Notez que l'enfant ici n'est pas spécialement abordé, aussi, parce qu'il n'est pour l'auteur qu'un prétexte. Concluons sur ce point. Il était important pour moi de véhiculer l'idée que le concept de loyauté est complexe et que les conflits ne sont pas le problème. Et que les conflits sont inévitables lorsqu'on parle de loyauté. Mais que ces conflits ne mènent pas nécessairement à des situations d'emprise insupportables. Pour cela, il faut autre chose. Et l'une de ces choses, c'est le clivage de loyauté. Je ne vais pas laisser sans rien, quand même. Ça quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'un clivage ?
clivage est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense qui permet à l'enfant et aux parents victimes de violences conjugales de survivre à une atmosphère insécurisante, au prix souvent d'un déni de sa propre perception de la réalité et de ses propres discernements, au profit évidemment d'une réalité qui est beaucoup plus anxiogène, imprévisible, voire terrorisante. Donc les enfants ou adultes, vivant sous le même toit, se coupent littéralement d'une partie d'elles-mêmes pour survivre. Et il m'arrive souvent, et je le retranscris très vulgairement, à la question ou à l'affirmation « mais tu as vécu des violences pendant des mois, il est quelque part normal que tu es fatigué, que tu ressentes de l'angoisse, que tu sois anxieuse, c'est normal ». Il n'est pas rare que j'entende des « pas du tout », déni de réalité. C'est pas si grave, en fin de compte. Déni de gravité. C'est normal, tous les couples vivent ça. Puis au fond, c'est quelqu'un de bien. Déni d'anormalité. Ou encore, je l'avais mérité, je l'ai cherché. J'aurais pu faire les choses différemment. Et là, un déni un peu complexe, c'est un déni d'attribution causale externe. C'est-à-dire que c'est plus la faute de l'autre. Donc le clivage de l'OIT s'installe là, au-delà du conflit. Il se joue dans l'impossibilité de trahir ou de s'engager. Il n'y a que la résignation possible, tant pour le parent victime que pour l'enfant. L'enfant est obligé de rester fidèle et en même temps obligé d'être lâche. Il ne va pouvoir s'engager ailleurs. Je vous présente deux situations. Par ses réactions excessives, le parent auteur des violences montre clairement par ses attitudes ou ses comportements qu'une violence peut s'abattre sur lui. L'enfant ne peut donc pas trahir le parent violent. Il ne pourra pas lui pardonner, sans craindre qu'une conséquence dramatique ne s'abatte sur lui ou sur l'autre parent. Et pourtant, il faut savoir qu'il est normal dans le développement psycho-affectif des enfants, surtout à l'adolescence, de nous trahir. C'est un peu ce qu'on en souhaite, quelque part aussi, pour qu'ils puissent devenir les personnes qu'ils souhaitent devenir. Dans le cas d'un clivage, l'enfant ne trahira qu'un seul de ses parents, car il lui est impossible de pouvoir trahir l'autre. L'enfant apprend qu'il pourra recevoir le pardon de l'un, mais pas de l'autre. Dans ce cas, l'enfant, et ça a été aussi abordé aujourd'hui, l'enfant pourra ne trahir, l'enfant peut épouser la réalité du parent violent, à tout prix. Pourquoi ? Parce que le lien est plus important. Quitte à accuser l'autre parent victime d'être lui-même responsable de ces mêmes violences. Ce que fera par ailleurs l'auteur. Et là, croyez-moi, vient se mêler quelque chose de très ambivalent, mais en même temps de très clivant chez l'enfant. C'est le mélange entre la peur de perdre son père et la peur de son père. Admettons que le père soit l'auteur et que les parents se séparent. C'est un peu l'objet de la conférence d'aujourd'hui. L'enfant trahira ses deux parents, c'est inévitable. Mais dans le cas d'une séparation, la mère qui a déjà trahi son engagement vis-à-vis de la famille, en tout cas c'est ce que l'auteur ne va pas hésiter à faire valoir, encore une fois pour projeter ses propres bêtises et responsabilités sur le chef de l'autre, la mère sera toujours coupable des trahisons de son enfant, tout du moins dans un premier temps. Par la même occasion, le père travaillera à la rupture du lien entre l'enfant et sa mère, dont l'existence même lui est insupportable. Chantage affectif, harcèlement, sommation sont légion, on l'a entendu. Par contre, le jour où l'enfant trahira son père pour ses propres intérêts, la relation qu'entretient son père avec son enfant changera, inévitablement.
au même titre que celle qu'il entretenait avec sa mère. La violence se déplacera tout simplement sur l'enfant, qu'elle soit morale ou physique. C'est une bombe à retardement et une grande source de danger pour le bien-être physique et psychique de l'enfant. Je pense que vous n'en doutez pas. La deuxième situation, entre guillemets pire, si vous m'excusez l'expression, parce que je pense que là on touche le fond. L'enfant ne peut trahir ni le père ni la mère, parce que ni l'un ni l'autre ne le pardonnera. On se retrouve dans une situation extrêmement aliénante de double contrainte. Je pourrais revenir sur l'idée des doubles contraintes dans vos questions. Pour l'enfant, il ne peut pas trahir son père, car il doit lui montrer son engagement. Mais en s'engageant avec son père, il trahit sa mère, qu'il ne peut pas faire non plus. L'enfant est incapable de pouvoir se sortir tout seul de cette situation. Car les liens qui l'attachent à ses deux parents lui interdisent d'abandonner. Alors, on pourrait d'emblée penser que dans les deux cas, un hébergement égalitaire soit d'emblée une mauvaise idée pour le développement de l'enfant. Et pourtant, il est tout aussi important pour l'enfant d'apprendre progressivement par lui-même qu'une réalité différente de celle de son parent violent existe. En fonction de l'âge de l'enfant et du type de violence, évidemment, l'hébergement égalitaire, quand bien même douloureux à considérer pour la victime, permettrait à l'enfant d'entretenir aussi sa propre relation avec ses parents, pour qu'à terme, il puisse également prendre sa propre décision quant au lien qu'il décide ou non d'entretenir dans le futur. Nos enfants n'ont pas toujours l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Demain, ce seront des adultes. Entre un parent victime qui n'empêche pas son enfant, d'avoir un père, et un père qui empêche son enfant d'avoir une mère, l'enfant apprendra, notamment grâce à l'inconditionnel lien de son parent suffisamment bon, lequel de ses parents lui aura permis de devenir l'être humain qu'il souhaite devenir. L'enjeu ici, et ça a été dit par des personnes pas très attentives, l'enjeu ici de neutraliser sur le long terme, neutraliser l'impact de l'auteur sur son enfant, qui risque d'être, en son absence, soit idéalisé, soit diabolisé. Donc, comprenez-moi bien, au pire, un hébergement égalitaire. Au pire. Au mieux, un hébergement inégalitaire, au profit du parent suffisamment bon, capable de s'adapter à l'être humain qu'est son enfant. Alors vous me direz, mais comment est-il seulement possible de concevoir que son enfant n'est pas un être humain à part entière? Aussi absurde que ça va disparaître, ça existe et ça fait peur à voir. Et sachez que si l'enfant est un objet, tout est un objet. Donc c'est aussi signifier que l'enfant n'a pas ses propres intentions, n'a pas sa propre existence, n'a pas sa propre vie intérieure. Si l'enfant ne peut pas trahir son parent, cela signifie que ce même parent n'est pas en lien affectif avec son enfant. Si l'enfant n'existe pas en tant qu'être humain à part entière, c'est qu'il existe différemment. L'enfant est donc un objet aux yeux de son parent. Et un objet ne nous trahit pas. Il nous sert. Il sert notre objectif. L'enfant est une tasse. Quand j'en ai besoin, je l'utilise. Quand j'ai fini, je la jette dans l'évier. Et je ne me soucie pas de savoir si ma tasse a mal quand je la mets dans l'évier. Si elle se casse, j'en change. Ou je la cache. Si je suis négligent, je ne la lave pas, ou peu. Si ma tasse se rebelle, non, pardon, c'est une tasse.
Enfin, vous saisissez la métaphore, c'est souvent aussi absurde que cela. C'est aussi absurde que cela. Que ce soit pour le parent victime de violences conjugales, que pour l'enfant témoin. Donc l'objet, l'enfant, vient répondre malgré lui, on l'a vu, parce qu'on ne lui laisse pas d'autre choix finalement. L'enfant doit donc être stable et immuable pour qu'il puisse continuer à remplir son rôle pour son parent. L'enfant n'a donc pas droit à une autonomie d'action, il n'a pas droit à une autonomie de jugement, il n'a pas droit à une autonomie de désir. En gros, l'enfant est un objet, comme tout objet, il n'a ni désir, ni valeur, ni existence qui lui soit propre. Et c'est comme ça qu'on retrouve des enfants à qui on impose un rôle et une fonction. Et on retrouve des enfants porte-parole. Je vous cite ici ce que j'ai déjà pu entendre. D'armes de combat, de faire-valoir, de plans de pension, d'offrandes, de boucliers humains, d'objets de chantage affectif, évidemment, ou de chantage financier. Et on ne peut pas décrire tous les cas. Et les cas qu'on vous a présentés aujourd'hui sont des cas aussi singuliers que tous les autres cas auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Et la fin justifie les moyens. La fin, F-I-N, et la fin, F-A-I-M, se nourrir de l'autre. Pourtant, permettre à l'enfant de trahir ses loyautés, c'est lui permettre de s'inscrire dans un rapport vertical et horizontal. C'est lui permettre de s'identifier et d'être identifié. C'est lui permettre de se reconnaître et d'être reconnu. Mais puisqu'il n'existe pas en dehors de son utilité, le parent auteur est incapable de pouvoir considérer que son enfant le trahit de son propre chef, mais qu'il est au contraire manipulé par l'autre. Comme l'auteur n'a pas forcément conscience de sa posture envers son enfant, il est incapable, ou ne veut pas, le résultat est le même. Reconnaître qu'il le manipule, le néglige ou le violente. Et la différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir, c'est la différence entre la psychose et la perversion. Et donc ils peuvent même aller jusqu'à penser qu'ils sont les sauveurs de leurs propres enfants. Qu'ils les sauvent d'une mère ou d'un père délirant. Ou qu'ils les utilisent pour l'expression simplement de leur propre défense. En guise de conclusion, j'espère pas avoir trop plombé l'ambiance. On est concentré. J'espère avoir au moins pu signifier la complexité au même titre que les partenaires d'aujourd'hui de ces enjeux, et qu'il faut nécessairement du cas par cas, de l'insingularité, et que toute situation mérite notre plus grande attention. J'avais pensé à 20 minutes, mais j'ai vu que tout le monde est débordé, donc j'ai plus longtemps. Je me suis senti moins coupable. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie pour une petite bibliographie. Ce sera aussi les PowerPoints qui sont disponibles. Et merci. Merci. Qui montre à quel point il est important d'avoir recours à d'autres disciplines.